Bien, bonjour chers élèves. Donc voici la deuxième vidéo promise. Cette vidéo, elle sera consacrée à l'étude linéaire numéro 7, qui est donc la deuxième partie du postambule qu'il nous faut étudier. Donc cette vidéo, c'est aussi au fond un cours, et c'est pour ça que si vous avez effectivement votre cahier à portée de main, vous pouvez noter le titre de la séance. C'est donc la séance 3 qui sera consacrée à la septième explication de texte de l'année, la troisième et dernière sur la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. Donc, cette explication de texte, comme je vous le disais, elle sera consacrée à la fin du postambule, en réalité pas à la toute fin, mais disons à la deuxième grosse portion du postambule, texte assez long, hein, je vous en avais parlé. On en a étudié préalablement lors de la précédente vidéo et de ce qu'on avait fait en cours la première partie. On avait vu que dans cette première partie, Olympe de Gouges, elle cherchait à exhorter les femmes à se rebeller, à les galvaniser au fond pour les pousser à l'action. Et là, on va voir que dans cette deuxième partie du postambule, elle va faire un peu autre chose. Elle va aussi essayer de les galvaniser, de les secouer, de les réveiller, non pas en les incitant à l'action, mais au contraire en les critiquant, en faisant le blâme des femmes notamment durant l'Ancien Régime, c'est-à-dire la période pré-révolutionnaire. Alors, avant de débuter l'analyse de texte, vous le savez, vous devez avoir avec vous, pendant que vous écoutez cette vidéo, sous vos yeux, le texte que je vous ai distribué mercredi avant les vacances et la fiche qui l'accompagne. Et il va s'agir pour vous, comme au fond vous le faites en cours, de suivre cette vidéo en complétant votre fiche et le texte. Alors, le texte que nous avons étudié, comme d'habitude, il sera découpé en trois parties. Donc, je vous laisserai découper le texte au fur et à mesure de ma lecture. Je vais commencer par la première partie de ce texte. Sous l'Ancien Régime, tout était vicieux, tout était coupable. Mais ne pourrait-on pas apercevoir l'amélioration des choses dans la substance même des vices? Une femme n'avait besoin que d'être belle ou aimable. Quand elle possédait ces deux avantages, elle voyait sans fortune à ses pieds. Si elle n'en profitait pas, elle avait un caractère bizarre ou une philosophie peu commune, qui la portait au mépris des richesses. Alors elle n'était plus considérée que comme une mauvaise tête. La plus indécente se faisait respecter avec de l'or. Le commerce des femmes était une espèce d'industrie reçue dans la première classe, qui, désormais, n'aura plus de crédit. S'il y en avait encore, la révolution serait perdue et, sous de nouveaux rapports, nous serions toujours corrompus. Après toujours corrompus, comme on fait en cours, vous mettez deux slash et vous mettez le chiffre 1 entre crochets. C'est la fin de la première partie. Dans cette première partie, Olympe de Gouges, elle évoque le comportement des femmes durant l'Ancien Régime. L'Ancien Régime est, comme je l'ai dit, le régime politique en vigueur avant la Révolution. Et ce comportement, elle en fait le blâme pour les raisons que nous allons expliquer. J'enchaîne. Cependant, la raison peut-elle se dissimuler que tout autre chemin à la fortune est fermé à la femme que l'homme achète, comme l'esclave sur les côtes d'Afrique? La différence est grande, on le sait. L'esclave commande au maître, mais si le maître lui donne la liberté sans récompense, et à un âge où l'esclave a perdu tous ses charmes, que devient cet infortuné? Le jouet du mépris. Les portes mêmes de la bienfaisance lui sont fermées. Elle est pauvre et vieille, dit-on. Pourquoi n'a-t-elle pas su faire fortune? D'autres exemples encore plus touchants s'offrent à la raison. Une jeune personne sans expérience, séduite par un homme qu'elle aime, abandonnera ses parents pour le suivre. L'ingrat la laissera après quelques années, et plus elle aura vieilli avec lui, plus son inconstance sera inhumaine. Si elle a des enfants, il l'abandonnera de même. S'il est riche, il se croira dispensé de partager sa fortune avec ses nobles victimes. Si quelque engagement le lie à ses devoirs, il en violera la puissance en espérant tout des lois. Et s'il est marié, tout autre engagement perd ses droits. Ici, Olympe de Gouges, donc après tout autre engagement perd ses droits, double slash, 2 entre crochets, le chiffre 2 entre crochets, c'est la fin de la deuxième partie. Dans cette deuxième partie, Olympe de Gouges, elle nuance un peu le blâme qu'elle a pu faire à l'égard des femmes dans la première partie. Elle le nuance en évoquant la condition féminine durant la Révolution. Et de quoi peut-on s'apercevoir? Eh bien, que cette condition, au fond, elle est extrêmement précaire. C'est-à-dire que les dangers, les précipices sont multiples sur le chemin de la vie d'une femme. La femme est assaillie de dangers, elle est peu protégée par les lois, voire pas protégée par les lois au demeurant, et que donc il s'agit maintenant de réparer cette situation. Donc rien ne s'est amélioré avec la Révolution, contrairement à ce qui avait été promis aux femmes. Enfin, la troisième partie, extrêmement courte, qui ne consiste au fond qu'en deux phrases.
Quelle loi reste-t-il donc à faire pour extirper le vice jusque dans la racine? Celle du partage des fortunes entre les hommes et les femmes de l'administration publique. Cette troisième partie, extrêmement courte, extrêmement lapidaire, extrêmement concise, permet à Olympe de Gouges de proposer une solution, celle, au fond, qu'elle met toujours en lumière, c'est-à-dire l'égalité en droit et bien sûr la proclamation de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne qui permettrait véritablement de fonder en justice, en droit, une égalité réelle et donc de protéger les femmes par la même occasion. Pour mener à bien notre explication de texte, on va donc s'attacher à répondre à la question suivante, qui va faire l'objet qui sera l'objet de notre problématique, hein, qui sera notre problématique, et qui est donc la suivante. Comment Olympe de Gouges, par la description de la condition des femmes, cherche-t-elle à provoquer une prise de conscience? Alors là, on va commencer l'explication de texte. Je vous rappelle que sur votre fiche, vous avez une introduction qui est déjà rédigée, une introduction qui doit toujours faire 5 étapes, l'amorce, la présentation de l'œuvre, la présentation de l'extrait, la problématique et enfin, bien sûr, l'annonce du plan. Dans un souci d'efficacité et pour ne pas déborder sur une troisième page, j'ai enlevé l'annonce du plan, mais vous rappellerez bien de la formuler à l'oral. L'annonce du plan, je vous rappelle, consiste à rappeler à votre examinateur que votre texte est découpé en 3 parties. La première partie de la ligne temps à la ligne temps qui évoque cela, la deuxième partie de la ligne temps à la ligne temps qui évoque ceci, et ainsi de suite. Je vais quand même vous lire l'introduction, comme ça on s'assure qu'elle a été lue au moins une fois dans le cours de notre existence. L'introduction est donc la suivante. Femme, réveille-toi. C'est par ces mots foudroyants que débute le postambule de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Conclusion éclatante d'un ouvrage qui demeure d'une actualité brûlante et d'une lecture salutaire. Véritable pastiche critique de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, rédigée en 1789, pastiche critique adressée à la reine et présentée conjointement à l'Assemblée législative le 28 octobre 1791, la Déclaration de la femme et de la citoyenne est le premier document à évoquer l'égalité juridique et légale des femmes par rapport aux hommes. Notre extrait n'est autre que le postambule de la déclaration. Postambule, je vous rappelle, c'est un peu schématiquement dit, l'équivalent d'une conclusion. Notre extrait, donc, disais-je, n'est autre que le postambule de la déclaration, dont l'ambition essentielle est d'apporter une forme de conclusion sous la forme d'un appel solennel et volontiers polémique adressé aux femmes, encouragées, là on va corriger la coquille, attention, encouragées et ES, on va rajouter le E, encouragées à ne jamais cesser de lutter pour leurs droits. Et la problématique est donc celle que j'ai énoncée tout à l'heure. Comment Olympe de Gouges, par la description de la condition des femmes, cherche-t-elle à provoquer une prise de conscience? Alors, cette prise de conscience, on va l'étudier tout de suite en commençant l'étude de la première partie. La première partie est donc un bilan qu'Olympe de Gouges dresse euh, en ce qui concerne la condition féminine, les agissements des femmes plus précisément, durant l'Ancien Régime. L'Ancien Régime est donc cette société d'ordre en vigueur durant la monarchie absolue de droit divin, c'est-à-dire c'était le régime en vigueur avant la Révolution. Et ce bilan, on l'a dit, on le redit, il est foncièrement négatif. Ici, Olympe de Gouges met en lumière le comportement coupable des femmes durant cet ancien régime. Le premier élément qu'on va repérer, c'est ce qui apparaît en vert à l'écran, première couleur, c'est donc l'isotopie du vice, avec les mots vicieux, coupable, vice, ligne 3 à l'écran, et corrompu, le dernier mot de notre extrait. Ici, cette isotopie du vice, elle permet d'emblée de souligner ce que Olympe de Gouges considère comme étant une caractéristique essentielle de l'Ancien Régime, à savoir la corruption qui régnait durant la période pré-révolutionnaire. Tout était corrompu, tout était immoral, tout était à l'encontre des bonnes mœurs. Bref, on vivait dans une société pleinement dysfonctionnelle où le bien se faisait passer, le mal se faisait passer pour le bien et vice-versa. Bien sûr, et c'est le deuxième élément que nous allons identifier, ou plutôt qui apparaît sur votre fiche, mais qui n'est pas véritablement plutôt qu'on va faire émerger au gré de notre explication de texte, c'est que dans toute cette première partie, on va avoir affaire au blâme de l'Ancien Régime. C'est une critique qu'Olympe de Gouges dresse à l'Ancien Régime. C'est un tableau foncièrement négatif, un portrait vitriol qu'elle dresse de cette période, et donc, ce faisant, on a bien sûr la présence du registre épidictique. Alors, le registre épidictique, je vous rappelle, c'est ce registre littéraire qu'un auteur peut employer lorsqu'il fait l'éloge ou le blâme de quelqu'un ou de quelque chose. Et donc, à travers toute cette première partie, on est en plein dans le registre épidictique, on est en plein dans le blâme de l'Ancien Régime. Pour bien souligner l'omniprésence de ce vice et pour bien souligner, au fond, le dysfonctionnement total de cet Ancien Régime, on va, et c'est le petit 3 de votre fiche, souligner
ou utiliser une couleur si vous préférez, pour identifier les mots suivants. Tout. Effectivement, ce pronom indéfini tout montre bien que rien n'échappait au vice durant l'Ancien Régime. Tout était vicieux, tout était coupable. Parallélisme de construction, par ailleurs, qui insiste ici sur l'omniprésence du mal durant l'Ancien Régime. Tout dysfonctionnait. Nous étions dans une société absolument, intégralement, totalement vicieuse, immorale et corrompue. Bref, on le voit, l'emploi du pronom indéfini tout permet ici de globaliser la critique qu'elle adresse à l'Ancien Régime et montre bien en lumière, mais bien en lumière, le fait que l'ensemble de l'Ancien Régime était corrompu. Donc, on est très clairement dans un blâme de l'Ancien Régime. Alors ensuite, elle va plus précisément évoquer une condition particulière. Elle va faire un zoom sur une catégorie de population. Et bien sûr, cette catégorie de population, c'est celle qui semble l'intéresser tout particulièrement dans la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, c'est la population féminine. Pour susciter une prise de conscience, elle va commencer par une question rhétorique. Donc là, une couleur simple, pour moi orange, troisième ligne, qui nous permet d'identifier cette question. Bref parenthèse, lors de votre épreuve orale, la question de grammaire qui pourrait vous être posée en ce qui concerne cette explication de texte, ce pourrait être, par exemple, l'interrogation, hein. Vous avez sous les yeux effectivement une interrogation directe dont on reparlera en cours. Donc ici, cette question rhétorique, elle permet de souligner l'ampleur du vice, la dimension presque universelle du vice qui régnait durant l'Ancien Régime. Et cette omniprésence du vice, malheureusement, ou plutôt de façon symptomatique, elle va véritablement s'incarner dans le comportement des femmes, que Olympe de Gouges n'épargne pas. Et ça, c'est intéressant. On a souvent tendance à présenter l'œuvre d'Olympe de Gouges de façon caricaturale comme étant une œuvre qui s'attaque aux hommes. Or, Olympe de Gouges s'attaque en réalité aux défauts plutôt qu'aux individus. Et elle n'épargne pas les femmes. On le sait, Olympe de Gouges à aucun moment ne souhaite que les femmes remplacent les hommes, que les femmes dominent les hommes. Elle souhaite une égalité en droit, et ce faisant, elle n'épargne pas les femmes quand celles-ci s'écartent du droit chemin, si j'ose dire. C'est justement ce que nous allons pouvoir faire apparaître dans le cinquième élément de cette première partie. Donc, le petit 5, c'est deux mots tout simplement identifiés, nouvelle couleur, belle, aimable. Dans la phrase suivante, une femme, durant l'Ancien Régime, n'avait besoin que d'être belle ou aimable. Ici, ces deux adjectifs épithètes, ces deux adjectifs, pardonnez-moi, pas épithète d'ailleurs, ces deux adjectifs permettent de mettre en lumière les deux qualités qu'on attendait des femmes durant l'Ancien Régime, des qualités plutôt superficielles, puisqu'au fond, il s'agissait pour une femme de jouer de ses apparences, de jouer de ses charmes. Une femme n'a qu'à être belle, donc elle devait miser intégralement euh, sur son apparence. On ne s'attendait pas à ce qu'elle soit intelligente, on ne s'intéressait pas à ce qu'il y avait derrière son visage, à ce qu'il y avait derrière ses charmes, et elle avait besoin d'être aimable, aimable, c'est-à-dire digne d'être aimée, donc agréable, d'une compagnie agréable. Bref, au fond, on demandait aux femmes d'être belles et de se taire, de sourire aux hommes, de se soumettre à leur volonté, d'être agréable en toutes circonstances, de ne jamais se fâcher, de ne jamais contrecarrer les hommes et d'être intégralement soumise. On voit donc qu'effectivement, ici, c'est véritablement une sorte de domination qui est exercée à l'égard des femmes. Pour être socialement acceptable et acceptées, les femmes, elles devaient miser sur ces deux qualités superficielles qu'on met en lumière ici. Alors, elles sont superficielles, ces qualités, parce que, eh bien précisément, elles ne sont que de surface. Ce sont des qualités qui ne jouent que sur la surface de la personnalité. Je ne suis même pas sûr que ce soit véritablement la personnalité ici qui soit mobilisée. Euh, il y a là déjà le blâme de la condition féminine qui est déjà activé, mobilisé. Pourquoi? Parce que, eh bien, on va le voir, nombreuses étaient les femmes qui, justement, ne misaient que sur ces deux qualités en dédaignant, en rejetant, en ne s'intéressant pas à toutes ces autres dimensions de leur personnalité qu'elles auraient pu faire fructifier. Au fond, elles ont joué à plein la partition qu'on leur avait donnée. On enchaîne et on va identifier ici, entre crochets, et c'est le petit 6 sur votre fiche, une négation restrictive. La négation restrictive, c'est cette négation que vous connaissez maintenant, puisqu'on l'a vu en cours jeudi avant les vacances.
Cette négation qui consiste moins à nier l'action ou l'état exprimé par le verbe, mais bien plutôt à en restreindre la portée. Une femme n'avait besoin que d'être belle ou aimable. Et ici, donc, on va mettre des crochets entre n'avait besoin que et souligner ne que, qui sont, je vous rappelle, les deux composantes essentielles de la négation restrictive. Cette négation restrictive, elle est là bien sûr pour nous montrer que les femmes, durant l'Ancien Régime, étaient sous-estimées. On attendait d'elles qu'une seule chose, d'être belle, d'être agréable. Sois belle et tais-toi. Voilà au fond euh, le slogan de l'éducation adressé aux femmes durant l'Ancien Régime, selon l'Homme de Gouges. Alors, on avance et on va identifier ici une hyperbole, c'est le petit cètre de votre fiche. Cette hyperbole, elle apparaît en rouge de façon bien voyante à l'écran, c'est cette proposition. Quand elle possédait ces deux avantages, elle voyait sans fortune à ses pieds. Et l'hyperbole, elle est vraiment logée dans ce groupe nominal qui est souligné, sans fortune. Alors, que faut-il comprendre avec cette hyperbole? Alors, dans la légende, il est indiqué ceci, cette hyperbole permet de souligner le succès pécunier engendré par cette superficialité. Succès pécunier, ça veut dire succès financier. Hein, tout ce qui est du domaine pécunier, c'est ce qui concerne l'argent. Ici, on nous montre que, plutôt Olympe de Gouges insiste sur le fait que les femmes les plus superficielles étaient celles qui parvenaient à soutirer le plus d'or aux hommes. Être superficiel durant l'Ancien Régime, voilà la voie par excellence de la réussite pour une femme. Tout miser sur sa beauté, tout miser sur ce caractère agréable et soumis permettait de triompher dans la société d'Ancien Régime. Vous voyez donc que le chemin même, plutôt le chemin pour la réussite en ce qui concerne les femmes était extrêmement restreint et étroit durant l'Ancien Régime. Une seule voie de réussite, être belle et jouer de ses charmes auprès des hommes. Et là, bien sûr, on pense à Manon Lescaut et à tout ce dont on a pu parler quand on avait étudié Manon Lescaut ensemble. Il y a une connexion qui est très forte entre la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne et le roman qu'on a étudié dans le cadre du chapitre 1, Manon Lescaut. On ne peut pas affirmer que le roman Manon Lescaut soit passé par les mains d'Olympe de Gouges, mais pour le lecteur contemporain, c'est-à-dire pour nous, et il y a une connexion évidente. Il y a une connexion absolument évidente, et je sais que vous ne manquerez pas de faire ces connexions eu égard à tout ce qu'on a pu évoquer en cours. Ce succès pécunier engendré par cette superficialité, Olympe de Gouges, elle va le creuser avec, petit 8, l'isotopie de l'argent. Alors, l'isotopie de l'argent, c'est ce qui apparaît sur votre écran en majuscule. Vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire, alors, non pas mettre les mots en majuscule, mais encadrer. Je vous rappelle que quand je mets en majuscule, nous, en cours, on encadre. Et sinon, vous pouvez tout simplement utiliser une nouvelle couleur. Cette isotopie, elle est constituée des mots suivants: fortune, richesse, l'or, le commerce. Elles mettent en relation très étroite, cette isotopie de l'argent, les femmes et l'argent. Hein, on voit que la superficialité des femmes durant l'Ancien Régime engendrait une abondance en termes pécuniers assez notable. Être belle et se contenter d'être belle sans jamais vouloir faire d'ombre aux hommes, c'était la clé du succès, la clé de la richesse. Jouer de ses charmes, c'était s'assurer une abondance, une richesse, un trésor absolument infini. Donc ici, on voit qu'Olympe de Gouges, elle dresse le blâme, bien sûr, de l'Ancien Régime, puisqu'on comprend à quel point ce régime était vicieux. Tout était fondé sur des relations extrêmement biaisées entre les individus, des relations extrêmement équivoques, des relations extrêmement, au fond, immorales entre les individus. Mais elle fait aussi le blâme des femmes, qui ont joué le jeu de ce régime et qui ont su tirer leur part, sans jamais remettre en question le mode de fonctionnement de ce régime. Olympe de Gouges, ici, de façon intéressante, dit, au fond, parmi nous, nombreuses étaient celles qui trouvaient tout à fait leur compte dans ce fonctionnement-là. On enchaîne et on passe au point suivant, c'est le petit 9 sur votre fiche, et là, deux éléments à repérer. D'abord, une négation restrictive, encore, donc vous le percevez bien, on a dit tout à l'heure que l'une des questions de grammaire qui pourrait être posée sur cette explication de texte, c'est l'interrogation. L'autre question de grammaire qui pourrait tomber sur cette explication de texte est, bien sûr, la négation.
On a déjà deux négations restrictives présentes rien que dans les premières lignes de cette explication de texte. Donc la négation restrictive, elle est présente ici. Elle n'était plus considérée que comme une mauvaise tête. On va encadrer n'était plus considérée que comme une mauvaise tête et souligner les deux composantes essentielles de la négation restrictive, à savoir le N apostrophe et le que. La négation restrictive, ici, permet de dresser le portrait des femmes qui osaient défier l'ordre établi. Regardons un peu la phrase dans sa globalité. Si elle, c'est-à-dire la femme, si la femme n'en profitait pas, alors ne profitait pas de quoi? Eh bien de sa beauté, de ses charmes. Si au fond elle n'essayait pas de séduire les hommes, si elle n'en profitait pas, cette femme avait un caractère bizarre ou une philosophie peu commune qui la portait au mépris des richesses. Et alors, elle n'était plus considérée que comme une mauvaise tête. Donc la femme qui refuse de ne capitaliser que sur sa beauté était considérée, et c'est le deuxième élément à repérer dans ce petit neuf, la comparaison, comme une mauvaise tête. La comparaison, vous pouvez la repérer soit en l'entourant et en, bien sûr, singularisant l'outil de comparaison traditionnel comme, la comparaison se situant à la fin de la négation restrictive, comme une mauvaise tête, outil de comparaison comme, ou bien alors vous pouvez utiliser une nouvelle couleur. Alors ici, une mauvaise tête, bien sûr, c'est une formule dépréciative, c'est-à-dire négative, qui permet de montrer que les femmes qui refusaient de n'être que belles et agréables étaient considérées comme des parias dans la société. D'accord? Elles étaient considérées véritablement comme des êtres à fuir, des femmes étranges, des femmes dont il fallait se méfier, des femmes qui avaient un trop grand caractère, des femmes auxquelles il fallait euh, des femmes, au fond, euh, qu'il fallait contrecarrer. Donc, mauvaise tête, ici, hein, c'est presque une insulte, c'est vraiment presque une injure, et ça permet de montrer le rejet social dont les femmes qui refusaient de n'être que belles ou aimables faisaient l'objet. Alors attention, Olympe de Gouges, elle ne fait pas la critique de la beauté, elle fait la critique du fait qu'une femme ne puisse être résumée qu'à sa beauté, qu'à son physique. Il n'y a aucun problème à être belle, dit Olympe de Gouges. Il n'y a d'ailleurs aucun problème à être agréable, aimable, pour reprendre son mot. Le problème, c'est quand on nous force à n'être que belle ou aimable. Pourquoi c'est un problème? Eh bien, parce que toutes les dimensions de notre personnalité intérieure, tout ce qui fait notre vie intérieure, tout ce qui fait la richesse de notre personnalité, notre intelligence, notre imagination, nos impulsions créatives, eh bien, tout ça n'a pas voix au chapitre. La femme ne serait réduite qu'à sa surface. Et c'est là le problème. Et quand une femme refusait de jouer ce rôle, eh bien, elle était rejetée, ce que montre bien ici la négation restrictive et la comparaison. Alors, on va enchaîner et on passe au point numéro 10, le point numéro 10 qui montre deux choses. Je vous propose d'utiliser pour se faire une nouvelle couleur. D'abord, une antithèse entre la plus indécente et se faisait respecter avec de l'or. L'antithèse, on peut, pour la simplifier, mettre, la symboliser avec la couleur violette. Elle se joue entre la plus indécente et l'or. Alors pourquoi c'est une antithèse? La plus indécente est indécent ce qui n'est pas décent. Bon, vous allez me dire merci, mais ça ne m'éclaire pas tellement. Alors, qu'est-ce qui est indécent? Ce qui n'est pas digne d'être respecté. Donc la moins respectable, la moins digne, la moins digne d'être récompensée, nous dit Olympe de Gouges, était, durant l'Ancien Régime, celle qui était récompensée avec de l'or. Celle qui méritait le moins de respect, nous dit Olympe de Gouges, précisément, se faisait respecter en gagnant des sommes absolument astronomiques. On récompensait les moins respectables avec des sommes absolument folles d'or. Donc ici, l'antithèse, je vous rappelle qu'une antithèse, c'est une opposition entre deux mots, deux groupes de mots ou deux idées au sein d'une phrase ou d'un paragraphe, sans que ces deux mots soient côte à côte, vraiment l'oxymore. Elle se joue, cette antithèse, entre la plus indécente, celle qu'on est censé le moins respecter, et l'or, l'or qui est censé être ici la récompense de celle ou de celui qu'on respecte. Ici, cela nous montre que, eh bien précisément, tout était vicieux durant l'Ancien Régime. Ceux qui étaient le moins respectables étaient les plus respectés. Ceux qui méritaient le moins les récompenses étaient ceux qui se faisaient le plus récompenser. Ici, Olympe de Gouges, elle cible plus particulièrement les femmes et une catégorie de femmes, celles qui étaient les plus indécentes,
étaient celles qui triomphaient et véritablement étaient au sommet de la hiérarchie sociale. C'était celles qui décrochaient toutes les récompenses et tout l'or. Par ailleurs, pour renforcer son image, Olympe de Gouges, et c'est pourquoi la plus indécente est soulignée, utilise le superlatif. Alors, le superlatif en grammaire, c'est ce qui permet d'exprimer le degré de supériorité suprême, euh, le degré de supériorité suprême. C'est-à-dire que ça permet de singulariser un élément pour en montrer la supériorité. Un élément est infiniment supérieur à un autre. Le superlatif se construit en grammaire avec des formulations du type le plus, la plus, le meilleur. D'accord? Il s'agit, grâce au superlatif, de prendre un élément et de le mettre au-dessus de tous les autres. Or, ici, c'est exactement ce qu'elle fait. La plus indécente, la plus détestable, nous dit Olympe de Gouges, était celle qui se faisait le plus respecter. Le superlatif, ça permet de renforcer son image. Plus on est détestable, plus on sera récompensé. Plus on est immoral, plus on gagnera d'or. Enfin, et c'est le dernier élément à repérer, qui apparaît en bleu marine à l'écran, le commerce des femmes. Ici, on a affaire à une nouvelle figure de style que nous n'avions pas vue auparavant. C'est le petit 11 sur votre fiche, c'est une syllèpse de sens, le commerce des femmes. Syllèpse de sens, mot un peu complexe d'apparence, mais en réalité très simple. Je vais vous en donner la définition. Cette définition, vous pouvez la noter à la fin de votre fiche, comme on a l'habitude de le faire en cours, sous votre conclusion, ou bien alors, si vous suivez le cours avec une feuille, eh bien, vous pouvez prendre en note la définition suivante. Donc, vous notez syllèpse de sens, deux points, syllèpse de sens, deux points. Une syllèpse de sens consiste à mobiliser en même temps le sens littéral et le sens figuré d'un mot ou d'un groupe de mots. Il s'agit de mobiliser en même temps le sens littéral et le sens figuré d'un mot ou d'un groupe de mots. Alors, je vous rappelle que nombreux sont les mots qui ont au moins deux sens. Le sens littéral, le sens premier, le sens le plus évident, le sens le plus pragmatique. Et un autre sens, le sens figuré, le sens plus imagé, le sens plus métaphorique. Ici, c'est exactement ce qu'elle fait. Le commerce des femmes. Le sens littéral de cette expression, le commerce des femmes, c'est pas forcément celui qu'on entend aujourd'hui, c'est pas forcément celui qu'on croit comprendre aujourd'hui. Le commerce des femmes, ça veut dire la compagnie des femmes. Avoir aimé le commerce des femmes, c'est pas du tout aimer acheter les femmes. Dans les textes du XVIIIe siècle, c'est mettre en compagnie des femmes. Sauf qu'ici, au Lame de Gouges, bien sûr, elle ne se contente pas de mobiliser simplement le sens littéral de cette expression. Quand elle nous parle du commerce des femmes et des hommes qui aiment le commerce des femmes, elle nous parle bien évidemment des hommes qui aiment être en compagnie des femmes, mais aussi, sens figuré, des hommes qui aiment acheter la compagnie des femmes. Et donc là, évidemment, elle pointe et elle met en lumière une notion qu'on a bien étudiée avec Manon Lescaut, à savoir la prostitution des femmes, qui était monnaie courante, entre autres, au gré de la société d'Ancien Régime. Le commerce des femmes, hein, vous le voyez, c'est une expression ici qui a deux sens. Voilà tout simplement ce que définit une syllabe de sens, une expression qui a deux sens. Aimer la compagnie des femmes et aimer acheter des femmes, c'est-à-dire solliciter des prostituées. Ici, ça permet de montrer cette syllabe de sens, la manière dont toute relation avec les femmes avait une dimension commerciale. On voit au fond, au terme de ce bilan, que les femmes sont tenues par l'or, tenues par l'argent, tenues par les finances, et que la seule voie de réussite pour une femme dans la société d'Ancien Régime, c'était de jouer de ses charmes. Mais malgré le fait que ce soit la seule voie de réussite, Olympe de Gouges, elle en fait le blâme. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et comme je vous le répète une dernière fois, elle stigmatise, c'est-à-dire elle dénigre, elle condamne, elle jette la réprobation, pour reprendre un mot qu'on avait vu en cours, elle jette la réprobation sur les femmes qui ont profité de ce rôle pour faire fortune. Il est temps que tout change, nous dit Olympe de Gouges. Alors, ici, comme elle le fait souvent, elle a fait le bilan de l'Ancien Régime. On va passer à la deuxième partie. Et dans la deuxième partie, elle va décrire la condition des femmes durant la Révolution. La Révolution
qui, comme je vous l'avais expliqué, est censé être cette grande coupure, cette grande rupture, cette fracture entre un avant et un après, un avant dont Olympe de Gouges nous dit qu'il était vicieux, et un après dont on peut présupposer qu'il sera vertueux. Fortiori parce que les révolutionnaires avaient pour ambition de transformer la condition humaine et d'améliorer de façon significative la société, qui bien sûr est synthétisée dans le grand au fond, les trois grands mots révolutionnaires, liberté, égalité, fraternité. Alors, voyons voir si cet idéalisme, cet optimisme s'est traduit par des propositions concrètes dans la réalité. Bon, évidemment, c'est une question rhétorique, puisque, on le sait déjà, les femmes ont été largement oubliées, et c'est d'ailleurs la raison d'être de ce livre que nous étudions ensemble. Pour marquer la transition entre la première et la deuxième partie, Olympe de Gouges, elle va utiliser un connecteur logique. Et c'est le petit 1 que vous pouvez identifier ici avec une couleur. Ce connecteur logique, c'est celui que vous voyez à l'écran. Cependant, c'est un connecteur logique qui permet de marquer une rupture, une opposition. Donc, fidèle en cela à la logique révolutionnaire, on a comme l'impression qu'Olympe de Gouges, elle va marquer là aussi une rupture entre l'ancien régime, où le comportement des femmes était coupable, et la révolution qui, grâce à sa dynamique révolutionnaire, a pu, on l'espère, modifier de fond en comble la condition féminine. Bon, évidemment, malheureusement, ce ne sera pas le cas. Donc après le blâme de la condition des femmes, on va voir maintenant la condition des femmes à l'époque de la Révolution. On va retrouver un certain nombre de questions rhétoriques. Ces questions rhétoriques, elles apparaissent à l'écran en orange. On a donc, dès le début, cependant, la raison peut-elle se dissimuler que tout autre chemin à la fortune est fermé à la femme que l'homme achète, comme l'esclave sur les côtes d'Afrique? Première question rhétorique. Deuxième question rhétorique. La différence est grande, on le sait. L'esclave commande au maître, mais si le maître lui donne la liberté sans récompense, et à un âge où l'esclave a perdu tous ses charmes, que devient cet infortuné? Et ensuite, la troisième et dernière question rhétorique. Elle est pauvre et vieille, dit-on. Pourquoi n'a-t-elle pas su faire fortune? Donc, trois questions rhétoriques qui permettent d'interpeller, bien sûr, le lecteur sur l'impossibilité faite aux femmes de gagner de l'argent autrement qu'en usant de leur charme, y compris durant la Révolution. Donc, on le voit bien, rien n'a changé avec la Révolution. Et c'est là tout le problème. Et c'est là la raison d'être du texte qu'Olympe de Gouges écrit. Ce grand événement historique qui était censé révolutionner, c'est-à-dire changer du tout au tout la société et les conditions de l'homme avec un grand H, en réalité, n'a absolument rien changé en ce qui concerne la condition féminine, qui sont toujours, au fond, prisonnières des mêmes pièges. Je reprends ma petite parenthèse que j'avais ouverte tout à l'heure. Là, la notion de grammaire qui peut tomber pour ce texte, c'est bien sûr l'interrogation. C'est, je vous rappelle, quatre questions directes qu'on a déjà identifiées ensemble. Donc, pour cette explication de texte, on a la négation, l'interrogation et, comme on va le voir dans quelques instants, la proposition subordonnée. Donc, comme ça, vous êtes tranquille, vous pouvez tomber sur toutes les notions de grammaire en ce qui concerne ce texte, ce qui ne vous avance pas tellement, mais rassurez-vous, on aura identifié chaque point en cours quand on se retrouvera, qui vous permettra d'avoir déblayé le terrain. Rien n'a changé, nous dit-elle, et même peut-être pire d'ailleurs. Et on passe au petit 3 avec une comparaison. Alors cette comparaison, elle est polémique. Elle le sait, elle le fait exprès, le propos étant de susciter une prise de conscience, et une prise de conscience de manière, si j'ose dire, semblable au fond à un électrochoc. La comparaison est la suivante. La femme que l'homme achète comme l'esclave sur les côtes d'Afrique. Cette phrase, elle apparaît en italique à l'écran. Vous pouvez soit l'entourer, ce que je vous propose de faire, ce que je vous avais proposé de faire lors de la précédente explication de texte, ou bien alors, vous pouvez utiliser une couleur pour identifier cette comparaison. Là encore, la comparaison, elle est très facile à trouver. Elle se fonde sur l'outil de comparaison archétypale qui est comme. La comparaison, vous l'avez comprise, j'imagine, elle établit une analogie, c'est-à-dire un lien entre la femme et l'esclave, puisque je vous rappelle évidemment qu'au XVIIIe siècle, entre autres, le commerce triangulaire était en vigueur. La Révolution a mis fin à cette pratique infâme, a mis fin à l'esclavage, mais ici, Olympe de Gouges tisse une analogie entre ces deux conditions, la condition des femmes et la condition des esclaves. Alors attention,
Ne faisons pas dire à Olympe de Gouges ce qu'elle ne dit pas. Est-ce qu'elle nous dit que la femme française, métropole, a la même condition, à la virgule près, de l'esclave? Non. Et elle le dit tout de suite après. La femme que l'homme achète comme l'homme, comme l'esclave sur les côtes d'Afrique, la différence est grande, on le sait. Bon, elle sait très bien qu'il y a une différence abyssale entre la femme, les femmes et les esclaves, évidemment. Et elle le dit tout de suite. Néanmoins, elle trouve fructueux de tisser une analogie entre ces deux conditions. Pourquoi? Eh bien, cela permet bien sûr de montrer que la femme est dépendante de l'homme comme l'esclave l'est de son maître. Dans les deux cas, il y a un rapport de domination, d'oppression et même de tyrannie. Ce rapport d'oppression, de domination et de tyrannie, en plus, il est notamment d'ordre financier. Et c'est tout ce qu'elle développe dans la première partie. L'homme tient la femme, notamment par l'or. Et c'est un peu la même chose pour l'esclave, entre autres, entre autres. On est en plein dans le registre polémique. On est en plein dans le registre polémique. Le registre polémique, et je vous rappelle ce registre littéraire qui permet de défendre ses idée, une cause avec virulence, ou de dénoncer une injustice avec virulence. On est en plein dedans. Virulence, c'est-à-dire avec une certaine forme de violence, de véhémence, d'engagement, d'ardeur. Le mot polémique venant du grec ancien polémos, la bataille. Alors attention, c'est polémos, la bataille de l'esprit, la bataille des idées. Ici, le propos, bien sûr, c'est de susciter une réaction. Cette comparaison, elle a pour propos de susciter une réaction et de montrer que la femme est absolument dominée. On avance, et justement, pour creuser cette comparaison polémique, Olympe de Gouges, elle va utiliser l'isotopie de l'esclavage qui apparaît sur votre écran à travers les mots achète, l'esclave, maître, maître, l'esclave. Donc là, nouvelle couleur, on en est au petit 4 de la deuxième partie. Cette isotopie de l'esclavage, elle permet de tisser le lien, de renforcer l'analogie entre la femme et l'esclave. Condition de l'esclave qu'Olympe de Gouges connaissait particulièrement bien, puisque, entre autres combats, elle avait ardemment milité et même agi pour l'abolition de l'esclavage. Et c'est d'ailleurs le propos d'une pièce qu'elle a pu rédiger, qui avait eu un certain succès au demeurant au XVIIIe siècle. Donc c'est une réalité qu'elle connaît particulièrement bien, l'esclavage. C'est une réalité qu'elle connaît particulièrement bien, qu'elle développe dans sa pièce, celle que j'évoquais, Zamor et Mirza, qui est représentée pour la première fois en 1789. Et donc, c'est une problématique qu'elle a à cœur d'évoquer dans son texte, même si elle tisse une analogie un peu polémique, mais justement, elle est bien au fait de cette polémique et peut-être de ce rapport un peu dissymétrique qui existe entre la femme et l'esclave. Elle va donc filer cette métaphore, filer cette comparaison, filer cette analogie au gré des lignes de la deuxième partie. Elle va la développer avec l'isotopie de l'esclavage et elle va faire quelque chose de tout à fait intéressant, puisque en évoquant l'esclave, elle va permettre au fond de dépeindre la condition féminine. Et ça, c'est particulièrement sensible dans le petit 5 de votre fiche qui apparaît sur votre écran en rose à travers les mots c'est charme, c'est infortuné. C'est particulièrement sensible, disais-je, à travers ce petit 5, c'est-à-dire à travers la substitution lexicale qu'elle opère. Alors, substitution lexicale, mot encore un peu complexe, comme sileps de sens tout à l'heure, mais en réalité, une fois défini, c'est un mot transparent. Donc, de la même façon que vous avez noté la définition de sileps de sens, vous pouvez, à la fin de votre fiche, noter la définition de substitution lexicale, définition qui est la suivante, substitution lexicale, deux points, remplacer un mot par un autre. Substituer, c'est remplacer. Lexical, ça concerne le domaine des mots. Donc, substitution lexicale, ça veut tout simplement dire remplacer un mot par un autre. Et là, relisons les phrases et regardons ce qu'elle fait. Cependant, la raison peut-elle se dissimuler que tout autre chemin à la fortune est fermé à la femme que l'homme achète, comme l'esclave sur les côtes d'Afrique? La différence est grande, on le sait. L'esclave commande au maître, mais si le maître lui donne la liberté sans récompense, et à un âge où l'esclave a perdu tous ses charmes, que devient cet infortuné? Regardons un peu ce qu'elle a fait. On voit au début de cette deuxième partie qu'elle établit une comparaison
entre la femme et l'esclave. Elle creuse ensuite la condition de l'esclave en évoquant le fait que l'esclave est forcé de répondre à son maître, qu'il est acheté par son maître, que son maître a droit de vie et de mort sur lui, que son maître tient en permanence son esclave, que l'esclave n'a jamais voix au chapitre. Et cet esclave, regardez la fin de la phrase, on en évoque quoi? Quelles caractéristiques? Ses charmes. Les charmes, c'était justement la grande caractéristique des femmes dans la première partie. L'esclave, soudainement, devient une femme. Et regardons surtout la fin de cette phrase. L'esclave, le mot esclave est remplacé par quoi? Cet infortuné, le tout accordé au féminin. Ici, le mot esclave disparaît au fur et à mesure de la phrase et est remplacé par la femme figurée ici à travers les mots de l'infortuné. Une infortunée, ça veut dire une malheureuse. Donc, dépeindre la condition des esclaves, ça permet à Olympe de Gouges de faire réfléchir sur la condition féminine. En fait, elle n'établit pas vraiment d'équivalence exacte entre l'esclave et la femme. Elle en connaît toute la différence, comme je vous le disais, elle qui a ardemment milité pour l'abolition de l'esclavage et qui en a vu les horreurs et qui a protégé les esclaves, etc., comme on le verra en cours. Mais le fait de dépeindre la condition des esclaves, ça permet de faire réfléchir à la condition des femmes, qui par certains aspects n'est pas si éloignée de ça, de la condition des esclaves. On avance et on identifie le petit 6 de notre fiche, deux figures de style en même temps. Alors, ce petit 6, c'est ce groupe nominal que vous avez en orange, nouvelle couleur, le jouet du mépris. Le jouet du mépris, c'est un groupe nominal qui fait figure de réponse à la question que l'homme de gauche figure juste avant. Que se passe-t-il quand une femme a perdu tous ses charmes? Elle devient le jouet du mépris. Voilà la réponse qu'elle propose à sa question rhétorique. Donc c'est une formule extrêmement courte, extrêmement lapidaire, pour reprendre le mot qu'on avait vu en cours. C'est surtout deux figures de style en même temps. D'abord, c'est une métaphore. C'est une métaphore parce que la femme est comparée au jouet du mépris sans outil de comparaison. Métaphore, je vous rappelle, comparée sans outil de comparaison. Cette métaphore, elle est dépréciative. Est dépréciatif ce qui rabaisse. Est dépréciatif ce qui véhicule une image négative. Ici, bien sûr, dire que la femme est l'objet, le jouet du mépris, qui signifie être l'objet du mépris, c'est dépréciatif. Ça rabaisse la femme, on voit que la femme fait l'objet d'un rabaissement. Métaphore dépréciative, très bien. Deuxième figure de style, en même temps, cette métaphore dépréciative est aussi une réification. Et la nouvelle figure de style, troisième définition de ce cours, on note à la fin de sa fiche, réification, deux points, transformer une personne humaine en objet. Réification, deux points, transformer une personne humaine en objet. Le mot de réification est construit sur la racine latine res, qui signifie les choses. La réification, c'est exactement l'inverse de la personnification. La personnification consiste à prendre un objet, un animal, une réalité de la nature, et à lui donner des caractéristiques humaines, à en faire presque, au fond, une personne humaine. Eh bien, la réification, disais-je, c'est exactement l'inverse. On prend une personne humaine et on en fait un objet. Alors, la réification, pour ce faire, elle a souvent recours à la comparaison, qui permet de comparer une personne humaine à un objet, ou bien alors à la métaphore, qui permet de comparer sans outil de comparaison une personne humaine à un objet. Ici, bien sûr, la femme, elle est comparée à un objet. Être le jouet d'eux, ça veut dire être l'objet du mépris. D'accord? Quand une femme a perdu ses charmes, quand une femme n'a plus sa beauté, quand une femme a vieilli et qu'elle n'a plus sa beauté, on voit qu'elle n'a plus de valeur, nous dit Olympe de Gouges. Elle devient donc un objet, l'objet du mépris, l'objet que tout le monde rejette, l'objet dont plus personne ne veut, l'objet qui finit dans un coin sombre, oublié. Donc ces deux figures de style qui fonctionnent ensemble, la métaphore dépréciative et la réification, elles nous montrent quoi? Elles nous montrent le fait que la femme, y compris durant la Révolution, qui était censée tout changer, qui était censée mettre fin au vice, qui était censée libérer l'humanité, la femme, disais-je, y compris durant la Révolution, est conditionnée par son apparence, à son apparence.
Et lorsqu'une femme vieillit et perd son charme, elle devient méprisée. On avance et on passe au petit 7. Ici, on le sait, petit retour en arrière. On a l'emploi du pronom personnel on qui permet véritablement de créer un sentiment de proximité, de connivence avec ses lecteurs, peut-être même ses lectrices. Elle montre que ce qu'elle évoque là, tout le monde l'a déjà vécu, ou tout au moins certaines, j'utilise le féminin exprès, certaines l'ont déjà vécu. Olympe de Gouges, elle nous dit quoi ici? Vous savez de quoi je parle. Je ne vais pas détailler, vous savez très bien de quoi je parle. Vous l'avez vécu. Et si vous ne l'avez pas vécu, vous l'avez vu autour de vous. Alors, on le sait, c'était plus spécifiquement lié à la condition des esclaves et au fait qu'il il y a une très grande différence entre la femme et l'esclave, hein. Tout de suite, elle nuance sa comparaison. Mais en fait, il y a une valeur générale. Ce on le sait, il est valable à l'échelle du paragraphe. Elle crée véritablement une connivence ici avec son lectorat. Elle va creuser un peu la figure de cet infortuné qui a perdu ses charmes et que tout le monde oublie. Euh, Elle va creuser ce portrait en utilisant le pathos. Alors le pathos, c'est le petit 8 de votre fiche. C'est ce qui apparaît en bleu très flashy sur votre écran, les mots suivants, et d'autres exemples encore plus touchants, une jeune personne sans expérience. Alors le pathos, c'était le dernier élément qu'il nous fallait voir en ce qui concerne la rhétorique. Le pathos, c'est un mot qui vient du grec ancien et qui signifie beaucoup de choses. Mais ici, on va simplifier la signification de ce mot à travers la définition suivante. Nouvelle définition, quatrième définition, si je n'ai pas perdu le compte, que vous pouvez noter à la fin de votre fiche. Pathos, deux points, faire appel aux sentiments. Les sentiments. Pathos, c'est une racine que vous pouvez retrouver dans pathétique. Faire appel au pathos, c'est faire appel aux sentiments de son lectorat. Alors, on avait vu que quand on faisait un discours, et on en reparlera hein, quand on va voir comment commenter de façon littéraire un texte argumentatif, euh, le pathos, quand on fait un discours, disais-je, on peut faire appel au logos, c'est-à-dire à la raison, à l'intelligence rationnelle, logique, et donc, quand on a recours au logos, on a recours à un cheminement rationnel qui se fonde sur des éléments factuels. On peut avoir recours à l'éthos. L'éthos, c'est l'image que l'on renvoie, l'image que l'oratrice, je vais mettre au féminin ici pour Olympe de Gouges, renvoie. Et on peut avoir recours également au pathos, c'est-à-dire quand on fait appel au sentiment, quand on fait appel à la sensibilité de son lectorat. Et c'est là toute la différence qu'il y a entre convaincre, qui fait appel au logos, et persuader, qui fait appel au pathos. Souvenez-vous de ce petit exemple que je vous avais donné en cours, et que de toute façon on va revoir. Alors ici, elle utilise le registre pathétique. Elle nous parle d'exemples qui sont touchants, donc qui vont faire appel à notre fibre émotionnelle, qui vont susciter une forme de pitié et de compassion chez nous. Et cet exemple touchant, alors exemple pluriel, mais elle va en prendre un seul pour la proposer à la raison de ses lecteurs. Cet exemple qu'elle va choisir, c'est une jeune personne sans expérience. Alors ici, il faut comprendre une jeune femme. Une jeune femme sans expérience, donc évidemment une jeune femme ici innocente, naïve, qui n'a que peu vécu et qui va donc être la proie par excellence. Alors cet exemple, ça va lui permettre d'une part d'incarner son propos, de le concrétiser en fait, de rendre plus concret toute l'argumentation qu'elle développe, et puis bah, ça va permettre de toucher la sensibilité de ses lecteurs. Alors regardons un peu ce petit exemple qu'elle va développer pour concrétiser sa description de la condition féminine durant l'époque révolutionnaire. Il va y avoir, bien sûr, un blâme féroce qui va être adressé à l'égard des hommes. Ce blâme, plus précisément, c'est celui du comportement des hommes à l'égard des femmes. Comme on a un blâme, on est de nouveau dans le registre épidictique. Et ce blâme, il apparaît à l'écran, c'est le petit 9 de votre fiche, à travers les mots qui sont de couleur fuchsia, les mots ingrat, inconstance, inhumaine, l'abandonnera, violera. Que faut-il comprendre ici? En quoi consiste le blâme? Sur quoi appuie-t-elle? Sur l'ingratitude des hommes.
Cette jeune personne sans expérience sera la victime par excellence, la proie idéale, la proie jetée en pâture aux prédateurs qui rôdent partout dans la société. Ces prédateurs, évidemment, n'en feront qu'une bouchée. Elle va véritablement détailler son exemple en envisageant les différents scénarios que cette jeune personne pourrait rencontrer. Elle va formuler trois hypothèses, trois scénarios. Et à chaque scénario, elle va essayer d'imaginer la fin de l'histoire, la conséquence de ce que ce scénario pourrait apporter dans la vie de cette jeune personne. Alors attention, je me lance dans quelque chose. J'espère que ça sera clair par l'intermédiaire de cette vidéo. Si ce n'est pas clair, on reprendra ensemble en cours. Attention, ça s'affiche. Paniquez pas. Alors là, il y a des lettres partout. Vous vous dites, mon Dieu, je comprends rien. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il y a des majuscules, il y a des minuscules. À l'aide. Essayez de me suivre. Si c'est pas clair, on reprendra la chose sereinement en cours. On en est au petit 10. On en est au petit 10. Ce petit 10, ici, consiste en ceci. Olympe de Gouges va formuler des hypothèses. Pour ce faire, elle va utiliser des propositions subordonnées circonstancielles de conditions. De conditions. On en reparlera quand on fera la grammaire. Elle va formuler des scénarios, en somme. Chaque scénario va être introduit par la conjonction si. Et elle va essayer de voir la conséquence de chaque scénario. Si la jeune personne fait ceci, alors voilà ce qui se produira. Si elle fait cela, alors voici ce qui adviendra. Chaque scénario est identifié sous vos yeux par des lettres capitales majuscules. A majuscule en rouge pétant, B majuscule en rouge pétant, C majuscule en rouge pétant, D majuscule en rouge pétant. Donc vous pouvez, pour chaque scénario, mettre justement cette lettre majuscule. Après, si elle a des enfants, A majuscule, s'il est riche, B majuscule, si quelque engagement le lie à ses devoirs, C majuscule, s'il est marié, D majuscule. Ce sont les quatre scénarios qu'elle envisage. Et après, bah, elle essaye de voir ce qui adviendrait si ce scénario se réalise. Ce qui advient, la concrétisation de ce scénario, l'aboutissement de ce scénario, c'est ce qui apparaît en lettres minuscules, en rouge bordeaux. Il l'abandonnera de même. Conséquence du scénario, donc petit a, conséquence du scénario grand A. Il se croira dispensé de partager sa fortune avec ses nobles victimes. Petit b. Il en violera la puissance en espérant tout des lois. Petit c. Tout autre engagement perd ses droits. Petit d. Alors maintenant, je vais me replonger dans chaque scénario. Donc, rappelez-vous, on est avec, je cite, cette jeune personne sans expérience. Donc, cette jeune femme innocente. Cette jeune femme innocente, Olympe de Gouges, elle imagine qu'elle a été séduite par un homme qu'elle aime. Elle imagine une relation amoureuse. Sauf que cette relation amoureuse, elle conduira cette jeune personne à abandonner tout son entourage. Elle abandonnera ses parents pour le suivre. Comment l'homme va-t-il se comporter? L'homme a séduit une jeune femme innocente, il l'a isolée, il l'a emmenée avec elle a quitté tout son environnement. Comment va-t-il se comporter? D'emblée, vous voyez qu'il y a des mots forts qui apparaissent. Il sera ingrat, il sera inconstant. Inconstant, ça veut dire infidèle. Il sera tellement inconstant que ce sera inhumain, hyperbole. Et voilà maintenant les scénarios qu'elle propose d'explorer. Alors, si, premier scénario, si cette jeune personne, si cette jeune femme a des enfants avec l'homme dont elle est tombée amoureuse, alors, conséquence de ce scénario, de ce premier scénario, l'homme va l'abandonner. Premier scénario, elle a des enfants avec lui, l'homme l'abandonne. Deuxième scénario, si cet homme est riche, conséquence, il se croira dispensé de partager sa fortune avec ses nobles victimes. Si cet homme est riche, conséquence, il gardera l'argent pour lui et il laissera la jeune femme avec ses enfants après l'avoir abandonnée. Troisième scénario, si quelque engagement le lie à ses devoirs, si cet homme se marie avec la jeune femme qu'il a séduite, ce que signifie si quelque engagement le lie à ses devoirs. Il en violera la puissance en espérant tout des lois. Il fera en sorte de jouer avec les lois pour se sortir de ce mariage dont il ne veut pas. Un dernier scénario,
Si cet homme est marié, sous-entendu, marié avec une autre femme que la jeune femme qui l'a séduit, tout autre engagement perd ses droits. Eh ben, la jeune femme n'aura absolument rien et sera aussitôt oubliée par l'homme qui l'a séduite. Qu'est-ce qu'on remarque à chaque fois? Il y a eu quatre scénarios et à chaque fois ça se termine mal. Pour qui? Pour la jeune femme. Et ça se termine plutôt bien pour qui? Pour l'homme. Quoi qu'il arrive, nous montre l'homme de gouge, la société est dysfonctionnelle. La société est injuste. La société est inégale. L'homme s'en sortira toujours mieux que la femme. Effectivement, hein, ces hypothèses, elles permettent de montrer le sort toujours désavantageux, pour ne pas dire calamiteux, qui est réservé aux femmes. Femmes dont finalement la condition se résume à quoi? Petit 11, dernier élément de la deuxième partie. Euh, Femme dont la condition, disais-je, se résume à l'abandon et au manque. Il nous faut identifier cette dernière isotopie, c'est le petit 11, nouvelle couleur. Petit 11 qui apparaît avec les mots. Donc là, c'est une sorte de bleu marine, nouvelle couleur. Bon, moi aussi, je tourne en rond avec mes couleurs, on s'adapte. Laissera, l'abandonnera. Donc l'abandonnera, on l'avait déjà souligné avec une couleur, remettez un trait de couleur de la nouvelle couleur en dessous, l'abandonnera. Et dispensée et violera. On voit qu'à chaque fois, la femme sera abandonnée, elle souffrira du manque. Donc, la société révolutionnaire n'a absolument pas guéri les maux qu'elle avait promis de guérir. La société révolutionnaire a fait perdurer le vice de l'ancien régime. Rien n'a changé, nous dit Olympe de Gouges. Et c'est déjà ce qu'on avait vu lors de la précédente explication de texte et ce qu'elle redéveloppe ici. Rien n'a changé. Quoi qu'il arrive, ça terminera toujours mal pour nous dit Olympe de Gouges, pour nous les femmes. On passe à la dernière partie, extrêmement courte, deux phrases. Euh, Quelle loi reste-t-il donc à faire pour extirper le vice jusque dans la racine? Celle du partage des fortunes entre les hommes et les femmes et de l'administration publique. Le premier élément identifié, c'est le connecteur logique, donc, qui permet de faire la transition entre la deuxième et la troisième partie et qui donne une valeur conclusive à cette dernière partie. C'est-à-dire, au fond, on voit ici qu'elle arrive à la fin de son raisonnement. Le connecteur logique, donc, étant effectivement celui qu'on utilise, entre autres, lorsqu'on arrive à l'aboutissement de sa réflexion. On note la présence d'une question rhétorique, c'est le petit 2. On peut réutiliser la même couleur qui permet d'inciter le lecteur et de l'inviter à réfléchir. Quelle loi faut-il voter pour mettre fin à cette inégalité? Que faut-il faire? Quelle est la solution à mettre en œuvre pour mettre un terme à cette injustice? C'est la question qu'Olympe de Gouges fait à ses lecteurs. C'est une question rhétorique parce que la réponse arrive juste après. Euh, on voit ici qu'il y a véritablement une foi qui est accordée aux lois, à la foi dans les lois, Olympe de Gouges, les lois qui peuvent, petit 3, guérir le vice. Alors, cette couleur petit 3, thème du vice, vous pouvez reprendre la couleur que vous avez utilisée dans la première partie petit 1. Petit 1, première partie, on avait isotopie du vice. Bah, c'est exactement cette même isotopie qui est présente à la fin. Donc, vous pourrez utiliser la même couleur. Pour moi, c'était vert. Hein, il s'agit d'utiliser les lois pour extirper le vice jusque dans la racine. Donc ici, on a une isotopie du vice, mais on a même des figures de style. On a une hyperbole, puisqu'il s'agit véritablement, on voit, d'anéantir le vice, et on a une métaphore, puisque le vice est comparé à une plante parasite, à une mauvaise herbe qu'il s'agit de déraciner. Si vous faites un peu de jardinage, effectivement, il faut savoir que les plantes, les mauvaises herbes, il faut en enlever la racine, parce que quand on en coupe que la tête, si les racines sont encore plongées dans le sol, eh bien, la mauvaise herbe renaît presque aussitôt. Et on croit s'être débarrassé de la mauvaise herbe, mais en réalité, la mauvaise herbe réapparaît sous une autre forme, mais toujours, quoi qu'il arrive, au bout d'un certain temps. Et donc là, il faut utiliser les lois, tout au moins mettre en œuvre une solution pour arracher de la terre, c'est-à-dire de la société, le vice et faire en sorte que ce vice ne soit plus jamais réactualisé, ne réapparaisse plus jamais. La solution, elle est toute trouvée, c'est celle qui apparaît en souligné. Vous pouvez souligner comme moi ou utiliser une nouvelle couleur. La solution, la voilà. Le partage des fortunes entre les hommes et les femmes et le partage également, bien sûr, dans l'administration publique. Que faut-il comprendre ici? Alors d'abord, on a une phrase qui est nominale, c'est-à-dire sans verbe, assez concise, c'est-à-dire assez courte, on pourrait presque dire lapidaire. Pourquoi est-ce qu'elle a fait
Et pourquoi est-ce qu'elle a rédigé une phrase aussi courte? Quel est l'intérêt de cette concision? Ben, ça permet de mettre en valeur la simplicité de la solution envisagée. La solution, elle est toute simple. J'ai même pas besoin de détailler. La voilà. Et je te le dis en 2 mots. D'accord? On fait là, bien sûr, un lien avec la précédente explication de texte, où elle apporte une forme de conclusion aussi très simple. Quand on veut, on peut, il suffit de le vouloir et tout changera. Ici, c'est un peu la même chose. Alors, qu'est-ce qu'elle envisage comme solution? C'est une solution très concrète, très pragmatique, sociétale, pleinement en conformité avec la philosophie des Lumières. Il faut instaurer une égalité en droit. Il faut que les lois soient réformées, améliorées, et surtout, il faut de nouvelles lois spécifiquement rédigées pour garantir les droits des femmes. Bref, quelle est la solution? La proclamation de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui permettra d'instaurer une véritable égalité en droit entre les hommes et les femmes, que ce soit dans la sphère publique, comme dans la sphère, dans la sphère publique, comme dans la sphère privée. On est donc arrivé ici à la fin de de l'étude linéaire consacrée à la fin du postambule. Je vais y arriver. Il ne nous reste plus qu'à lire la conclusion. Alors vous allez voir, la conclusion, elle est tout à fait semblable à celle de la précédente explication de texte. Pourquoi deux conclusions semblables? Bah, plus facile à apprendre, évidemment, hein. C'est un peu deux fois le même texte, sans toutefois être le même texte. Donc on va économiser nos forces et essayer de reprendre des éléments qu'on a déjà vus. Je vous lis la conclusion. Le postambule poursuit donc avec une efficacité remarquable l'argumentation d'Olympe de Gouges, qui, en virtuose de la rhétorique, utilise les mots comme des armes afin de parachever la révolution. Effectivement incomplète, tant que les femmes n'auront pas eu les droits et l'égalité réels qui leur reviennent. Cet appel à l'insurrection témoigne de la force remarquable de la littérature, dont l'engagement peut servir d'étincelle à même d'embraser les consciences. C'est exactement la même formule que celle utilisée préalablement dans l'explication de texte numéro 6. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Voilà pour l'explication de texte numéro 7. Et pour la dernière explication de texte consacrée à Olympe de Gouges, on jettera un coup d'œil aux portions du postambule qui n'ont pas été commentées et donc lues. On regardera le dernier texte qui figure dans ce livre extrêmement hybride, extrêmement hétérogène, qu'est la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, le dernier texte qui s'intitule Forme du contrat de l'homme social, forme du contrat social de l'homme et de la femme, dans lequel elle essaye de penser une forme euh, d'organisation sociale plus juste, et notamment en pensant un mariage plus juste qui permettrait de servir les intérêts des hommes et des femmes, puisque le but d'Olympe de Gouges, c'est in fine d'améliorer l'ensemble de la société. Je vous rappelle que sa déclaration, elle doit profiter à tous et assurer le bonheur de tous, et non simplement celui des femmes, même si le bonheur des femmes est absolument essentiel en ce qui concerne Olympe de Gouges. En dépit du fait qu'il soit essentiel, elle n'a pas ici hésité à secouer un peu les femmes en faisant le blâme. Et d'ailleurs, l'une des portions que j'avais pu couper dans le cadre de ce postambule est une phrase qui est particulièrement intéressante, je vais y arriver, dont on reparlera, entre la première explication de texte et l'explication de texte que nous avons fait là, aujourd'hui, dans cette vidéo. Il y a un ensemble de phrases qui débutent par celle-ci. Les femmes ont fait plus de mal que de bien. Donc vous voyez, hein, qu'Olympe de Gouges, elle est extrêmement nuancée et elle n'hésite pas à critiquer tout ce qui ne va pas, dans un effort de lucidité totale et radicale. Voilà pour l'explication de texte numéro 7. Bon courage à vous.